Dans les plaines brûlantes d'Afrique, le silence n'est jamais durable. Sous l'ombre dorée des acacias, la tension monte. Un regard, un geste, et tout peut basculer. Ici, la chasse n'est pas une certitude. Car dans ce monde où la survie dicte ses lois, même la proie la plus fragile peut devenir la tempête. Les prédateurs pensent régner sur la savane. Mais lorsque la peur se transforme en instinct, les proies cessent de fuir et deviennent des forces que rien n'arrête. Chaque morsure, chaque fuite, chaque riposte est une leçon d'adaptation. Car dans la savane, il n'y a pas de vainqueur éternel, seulement ceux qui osent se battre jusqu'au dernier souffle. Bienvenue dans le combat final, quand la proie riposte avec fureur. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour profiter des dernières vidéos. Allez, c'est parti! C'est pourquoi sur le champ de bataille impitoyable de la savane, la proie ne se contente pas de courir aveuglément. Elle sait quand riposter, quand faire la morte pour tromper l'ennemi, et quand rester absolument silencieuse. Dans les batailles tendues entre proies des prédateurs, la mémoire et la capacité de réaction peuvent être des armes aussi cruciales que les griffes et les crocs. Mais au plus fort de la panique, lorsque la raison s'efface, l'instinct devient l'ultime rempart, la dernière arme de défense. Sous le soleil brûlant de la savane africaine, où l'herbe dorée s'étend jusqu'à l'horizon, une embuscade silencieuse se prépare. Des ombres rampent bas dans la végétation, collées au sol comme des vents invisibles. Un groupe de lionnes est à l'affût. Leurs yeux sont fixés sur un groupe de zèbres qui se déplacent tranquillement à proximité. Pour elles, les zèbres sont des cibles courantes, faciles à détecter, vivant en groupe, herbivores et n'ayant pas de capacité d'attaque à distance. Mais ce n'est qu'à première vue. Une jeune zèbre s'éloigne du groupe, plus lente, plus petite. Aux yeux des lionnes, elle semble la proie parfaite. Mais aucune d'elles n'imagine que cette chasse est sur le point d'avoir un dénouement inattendu. Ce coup précis avec les deux pattes arrière, la lionne est étourdie. Elle ne s'attendait pas à ce qu'une proie comme le zèbre puisse réagir avec une telle férocité. Lorsqu'une proie fait face à son prédateur, ce qui détermine sa survie n'est pas seulement la force ou la vitesse, mais trois piliers fondamentaux du comportement de survie: l'instinct, le réflexe et l'apprentissage. Ces réponses peuvent se produire en fractions de secondes, mais derrière chaque course, chaque coup de pied, ou même une immobilité qui semble désespérée, réside le résultat de millions d'années d'évolution raffinée. L'instinct, ou plus précisément le comportement instinctif, est une séquence d'actions codées dans les gènes. Il n'a besoin d'être appris ou entraîné, et pourtant, il est exécuté avec précision dès la première fois. Lorsqu'une zèbre donne un coup de pied à une lionne pour s'ouvrir un chemin et s'échapper, ce coup de pied n'est pas aléatoire. C'est un schéma moteur inné, un mouvement préprogrammé, activé par un mécanisme de libération inné. Ces comportements instinctifs sont rigides, peu flexibles et ont toujours un seul objectif: survivre.
Le réflexe, d'autre part, est une réponse courte et immédiate, contrôlée par un arc réflexe neural, pratiquement sans participation du cortex cérébral. C'est le type de comportement le plus simple, mais incroyablement efficace. Chez les insectes comme le criquet par exemple, le mécanisme d'évitement des collisions est contrôlé par un système nerveux indépendant. En détectant un objet qui s'approche, le neurone LGMD, le coup de pied d'une zèbre, qui peut sembler insignifiant à côté des crocs acérés d'un lion ou du bond d'un guépard, est en fait l'une des contre-attaques les plus efficaces parmi les ongulés. Et le plus intéressant, c'est qu'il n'a pas besoin de tuer. Il suffit d'être précis et au bon moment pour inverser la donne. Anatomiquement, les zèbres possèdent une structure musculo-squelettique extrêmement développée dans la région de la hanche. Les muscles des fesses et des cuisses sont parmi les plus forts du règne des herbivores. La structure des sabots est dure comme la pierre, avec une petite surface de contact, mais très résistante. Lorsqu'elle essaie d'attaquer par derrière, la zèbre utilise ses deux pattes arrière pour donner des coups de pied directs vers l'arrière ou légèrement inclinés sur les côtés en fonction de la position du prédateur. Selon une étude sur le genre Equus, la force d'un coup de pied d'arrière d'une zèbre adulte peut atteindre entre 4500 et 6000 newtons. Avec ce niveau de force, si le coup de pied atteint le crâne, la mâchoire ou les côtes du prédateur, les conséquences peuvent être graves. Fractures, commotion cérébrale, lésions neurologiques ou même lésions internes, surtout si le coup de pied est accompagné d'une rotation du corps. Il existe des rapports de terrain de chercheurs dans la région du Serengeti et du Masai Mara qui montrent des lionnes avec des mâchoires d'un fracturé ou le visage blessé après avoir reçu un coup de pied direct d'une zèbre. Les chasseuses expérimentées le savent. Si vous vous approchez par derrière sans contrôler la distance, le risque d'une contre-attaque est très élevé. Mais le coup de pied n'est pas seulement un mouvement mécanique, c'est le résultat d'un instinct amélioré par l'évolution. Une jeune zèbre peut ne pas bien viser, mais l'impulsion de réagir par un coup de pied lorsqu'elle sent une pression par derrière existe dès la naissance. À mesure qu'elle grandit, elle apprend quand frapper, où frapper et dans quelle direction fuir ensuite. C'est la combinaison parfaite entre l'instinct et l'expérience acquise dans la vie sauvage. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous pensez de la manière impressionnante dont le zèbre se défend avec ses coups francs de pied puissants. Vous les trouvez plus effrayants ou admirables ? Chez des animaux plus complexes, comme les primates ou les éléphants, il est possible d'observer l'apprentissage de stratégies défensives, l'utilisation d'outils et même l'imitation des comportements des autres, montrant que le comportement défensif peut évoluer avec le temps et n'est pas immuable. Et en pratique, ces trois mécanismes, instinct, réflexe et comportement appris, n'agissent pas de manière isolée, mais s'entremêlent constamment dans une danse complexe de survie. Dans le monde africain, il n'existe pas de coup de pied le plus fort, seulement le plus précis et celui qui est porté au bon moment. La vitesse et la force du coup varient selon l'anatomie, le poids corporel et les habitudes sociales de l'espèce. Si le coup de pied de la zèbre est un mélange de réactions rapides avec une force suffisante pour s'échapper, celui de la girafe, l'animal le plus grand de la planète, a un potentiel destructeur absolu. La girafe Lantimio, l'animal terrestre le plus grand de la planète, est une véritable icône de la savane africaine.
Avec une hauteur moyenne de 5 à 6 mètres, les mâles peuvent peser jusqu'à 1600 kg et leur cou peut atteindre 2,4 mètres de long. Une structure composée d'exactement 7 vertèbres cervicales, comme chez les humains, mais extraordinairement allongée. Son pelage jaunâtre avec des taches en forme de polygone l'aide à se camoufler parmi le feuillage sec et la lumière intense des plaines ouvertes. Les girafes se nourrissent de jeunes pousses, de feuilles et de fleurs d'acacia, comme Acacia tortilis ou Vachellia erioloba. Avec leur langue sombre et préhensile, qui peut atteindre 45 cm de long, elles parviennent à l'enrouler autour des branches épineuses et la salive épaisse neutralise les tanins, des composés toxiques qui empêchent les autres animaux de digérer ces feuilles. Elles vivent principalement dans les régions de savane sèche et les forêts ouvertes du Kenya à la Tanzanie et au Botswana, où il y a une abondance de feuillage et une large visibilité pour détecter les prédateurs à distance. Malgré leur apparence pacifique, les girafes possèdent l'un des systèmes de défense les plus redoutables de la savane. Leurs longues pattes, comme des colonnes de béton, cachent une force démesurée. Un coup de leurs pattes avant peut générer de 2000 à 3500 newtons de force, suffisant pour briser la mâchoire ou même tuer un lion adulte s'il frappe la tête. Parfois, ce coup est appliqué latéralement dans un mouvement croisé pour ouvrir le chemin, très différent du coup de pied arrière des zèbres. De plus, leur hauteur et leur excellent champ de vision font de la girafe une véritable tour de guet biologique de la savane, capable de détecter les prédateurs à des centaines de mètres. Dans une poursuite entre deux lionnes et une girafe adulte, quelques mètres ont suffi pour qu'une des lionnes abandonne, épuisée. Le coup d'une girafe peut être mortel. Lorsque le coup vient de la patte avant en trajectoire verticale de haut en bas, il transforme les sabots durs comme la pierre en de véritables armes d'écrasement. S'il atteint le crâne d'un lion, d'un guépard ou même d'une hyène, il peut provoquer une fracture crânienne, une rupture cervicale ou une hémorragie cérébrale, entraînant la mort en quelques minutes. Le coup de pied arrière, quant à lui, est utilisé pour éloigner les prédateurs qui attaquent par derrière, avec une force suffisante pour les projeter de plusieurs mètres en arrière. Un détail spécial, différent de la zèbre qui donne généralement un coup de pied pour s'échapper, la girafe donne un coup de pied pour tuer, surtout pour protéger son petit. Il y a des rapports de terrain de lionnes tuées d'un seul coup de pied d'une mère girafe lorsqu'elles ont tenté de s'approcher latéralement. Les sabots de la girafe, d'environ 30 à 35 cm de large, avec des bords durs et tranchants, ne causent pas seulement des dommages au point d'impact, mais peuvent aussi déchirer l'abdomen, fracturer la colonne vertébrale ou écraser les poumons s'ils frappent le côté du corps. Ce comportement est instinctif et activé par des approches physiques soudaines. Un exemple classique de mécanisme de libération inné. Même les lions, prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, y réfléchissent à 2 fois avant d'attaquer une girafe adulte. Pour réussir, ils doivent d'abord la faire tomber, généralement en sautant sur son dos ou ses cuisses arrière, car tant que la girafe est debout, chaque coup est une menace mortelle. Dans le monde naturel, la survie ne dépend pas seulement de la force physique, mais d'une combinaison complexe entre l'instinct hérité, le réflexe nerveux et le comportement appris. Les mécanismes de défense, des coups de pied et de pattes aux lances de kératine sont des outils que la nature a fournis pour maintenir l'équilibre toujours dynamique entre chasseurs et proie.
Et c'est justement cela qui fait de la nature une scène à la fois brutale et incroyablement juste. Dans la partie précédente, nous avons assisté à la confrontation tendue entre lion et zèbre. La tentative d'aide entre deux zèbres a montré que, bien qu'ils vivent en grands groupes, leur système de défense ne parvient pas toujours à tirer parti de ce nombre de manière efficace. Dans cette partie, nous explorerons les animaux qui ne comptent pas seulement sur la vitesse ou le camouflage pour survivre, mais qui maîtrisent le haut l'art de s'unir et d'agir comme une véritable machine collective. Le buffle africain est le maître suprême de la défense en groupe. Le buffle africain est l'un des ongulés les plus dangereux du continent. Un individu adulte peut peser de 500 à plus de 900 kg, avec un corps musclé et imposant comme des rochers ruines noirs en mouvement. Sa force est telle qu'il peut projeter un lion adulte en l'air d'un seul coup, causant de graves blessures. Son arme la plus létale est ses cornes courbées, qui s'étendent sur les côtés puis se courbent vers le haut comme des lames acérées. Chez les mâles, la base des cornes fusionne en une structure osseuse épaisse appelée bosse, une véritable cuirasse protectrice sur le front, les transformant en forteresses vivantes. La peau épaisse et résistante des buffles fonctionne comme une armure naturelle, rendant les griffes et les crocs des lions moins efficaces, mais plus effrayant encore est son tempérament imprévisible et agressif. Contrairement à ses proches domestiqués, comme le buffle d'eau, le buffle africain conserve un instinct sauvage et primitif. Il ne craint pas les humains, ni les lions, et, par-dessus tout, il ne se rend jamais. C'est pourquoi, dans la plupart des chasses, les lions n'ont de réelles chances que lorsqu'ils attaquent en groupe toute la fierté et lorsque la cible est un buffle isolé. En dehors de cela, toute tentative peut se solder par un désastre. Lorsque les buffles avancent ensemble, c'est comme une armée en marche, forte, unie et prête à se battre jusqu'au bout. Comme la peau du buffle est difficile à percer immédiatement, les lionnes responsables de la chasse attaquent généralement par l'arrière. Un coup précis peut déséquilibrer la proie et créer une opportunité de l'abattre, mais le plan ne se déroule pas toujours comme prévu. En percevant le danger, le buffle ne s'enfuit pas dans la brousse, il retourne vers son groupe. Le renfort est certain. Il reste juste à savoir s'il arrivera à temps. En quelques secondes, les rôles s'inversent. Les lions tentent de poursuivre la chasse lorsque le troupeau s'éloigne, mais sont surpris par des cornes acérées, prêtes à barrer le chemin. Dans une autre situation, en attaquant un petit, les lions déclenchent un autre instinct puissant, l'instinct maternel. La réaction de la mère allume la flamme de la solidarité dans tout le groupe. Chez les buffles, ces réactions sont renforcées par l'apprentissage collectif, lorsque les individus apprennent du groupe et que le groupe répond comme un seul. Laissez un commentaire pour partager vos impressions sur la stratégie de défense intelligente et courageuse du troupeau de buffles face aux lions. Admirez-vous leur esprit de bravoure ? Un autre animal qui démontre également une force collective impressionnante contre les prédateurs est le babouin chacma, le plus grand babouin d'Afrique. C'est un primate au comportement social extrêmement complexe. Ils vivent en troupes pouvant atteindre des centaines d'individus. La structure sociale est bien définie, avec des mâles forts positionnés à l'avant et à l'arrière du groupe pendant les déplacements.
Les femelles et les petits restent de protégés au centre. Ce sont des omnivores se nourrissant de fruits, de graines, d'insectes et même de viande si l'occasion se présente. Leur principal ennemi naturel est le léopard. Dans une forêt arbustive d'Afrique australe, à la fin d'un après-midi chaud, un léopard se déplace silencieusement, sans bruit, sans laisser de traces, mais il ne sait pas qu'il s'approche d'une véritable armée. Contrairement au lion, le léopard ne dépend pas du groupe. C'est un chasseur invisible, une ombre parmi les branches, un assassin venant de l'obscurité. Dans des régions comme le Kruger ou l'Okavango, plus de 70% de ses attaques commencent à partir de branches basses ou de buissons denses. Avec des griffes acérées et une morsure capable d'écraser la trachée de la proie d'un seul coup, il attaque lorsque le groupe est moins attentif. Mais cette fois, la chance n'était pas de son côté. Un mâle adulte du groupe de babouins lève la tête. Aucun mouvement visible n'attire l'attention, mais il sent quelque chose, une odeur étrange. Les babouins ont un odorat très développé et une vue perçante. Un petit signal suffit à activer le système d'alarme collectif. Immédiatement, un cri aigu, court et direct se fait entendre. C'est l'alarme spécifique au léopard. Dans le monde des babouins, chaque prédateur a son propre code d'alerte. Le son du léopard n'est pas confondu avec celui d'un lion, d'un aigle ou d'un python. Même les petits, qui n'ont jamais vu un léopard, reconnaissent le danger et fuient instinctivement en entendant l'alarme. Le prédateur fait à peine un pas de plus et le groupe est déjà réorganisé. Les mâles plus grands avancent, se dressent, hérissent leurs poils, lâcheant des cris stridents. L'un d'eux, peut-être le dominant, part à l'attaque sans hésiter. Derrière lui, d'autres suivent. Ce n'est pas une réaction désespérée, c'est une stratégie, un comportement de mobbing, lorsque plusieurs individus s'unissent pour attaquer un prédateur, lui ôtant l'avantage de la surprise. Le léopard ne s'y attendait pas. La victoire des babouins ne réside pas dans le fait de tuer l'ennemi, mais de contrecarrer l'attaque avant qu'elle ne se produise. Contrairement à d'autres proies qui ne savent que fuir, les babouins ont une organisation sociale sophistiquée. Ils distribuent sur les fonctions, coopèrent et prennent des décisions en groupe. Des recherches montrent que dans les grandes troupes, les décisions de mouvement ou d'affrontement ne viennent pas d'un seul leader, mais d'individus expérimentés, de véritables leaders sociaux. Le collectif agit comme un réseau d'informations vivant, où signaux, émotions et apprentissages circulent et sont traités en temps réel. Dans le monde sauvage, où une seconde de retard peut coûter la vie, la défense des babouins ne dépend pas seulement de griffes ou de dents, mais d'intelligence, de mémoire et de réactions coordonnées. C'est ce qui en fait des adversaires imprévisibles pour des prédateurs comme le léopard. Et souvent, c'est justement l'union et l'intelligence des proies qui font reculer le chasseur en silence vaincu. Dans la partie précédente, nous avons vu la confrontation entre prédateurs solitaires et proies unies en troupeaux, où la force collective transforme la proie en guerrière. Mais dans un autre scénario, tout devient plus froid, plus brutal, lorsqu'un buffle solitaire est pris en embuscade par un groupe de lions mâles, sans troupeau, sans renfort. Les lions mâles, à la différence des femelles, ne sont pas les principaux chasseurs, mais possèdent pour elles des avantages physiques formidables.
Un adulte peut atteindre 1,20 m de haut, peser environ 230 kg, avec des os robustes et des muscles pectoraux développés, capables d'abattre de grandes proies avec facilité. Leurs griffes peuvent mesurer jusqu'à 3,8 cm, courbées et acérées comme des lames, idéales pour saisir et déchirer. La morsure est suffisamment puissante pour percer la peau des zèbres, des gnous et même des jeunes girafes. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, ce buffle n'accepterait pas le destin, en silence. Le buffle est l'un des herbivores les plus dangereux d'Afrique. Lorsqu'il est attaqué, son système nerveux entre en alerte maximale et une décharge d'adrénaline le rend, un instant, presque immunisé contre la douleur. L'un des 5 lions est toujours accroché sans lâcher. Dans l'eau, le jeu change. À chaque coup de corne, le buffle enfonce le lion encore plus, utilisant son poids de près d'1 tonne comme arme. Les autres lions, bien que grands, restent dans les eaux peu profondes, grognant mais sans le courage de s'approcher. Dans l'eau, l'équilibre est précaire et les griffes des lions perdent leur efficacité. Le corps du lion submergé est pressé de plus en plus, presque 1 heure de lutte. Avec de grands poumons et des muscles cervicaux puissants, le buffle parvient à maintenir sa tête hors de l'eau plus longtemps. À la fin, il accorde au prédateur une dernière chance de s'échapper et le libère. Dans la savane africaine, les batailles pour la vie ne sont pas toujours des duels prévisibles. Et parfois, la proie défie l'inattendu, affrontant des lions adultes, les rois au sommet de la chaîne alimentaire. À un autre moment, un groupe de lions termine la chasse. Un buffle a été abattu, gisant immobile sur le sol, et une lionne commence à dévorer les premiers morceaux de la carcasse. Mais d'une manière ou d'une autre, le troupeau découvre l'endroit où son compagnon est tombé et, au lieu de reculer, ils s'arrêtent. En silence, ils observent. L'air devient dense, comme si tous attendaient quelque chose d'imminent. Le buffle africain n'est pas seulement fort, il est incroyablement intelligent. Sa structure sociale est rigide, avec des troupeaux qui peuvent compter des centaines, voire des milliers d'individus. Les mâles formant généralement la ligne de défense, se positionnant aux lisières du groupe ou réagissant les premiers à toute menace. Le lien entre les membres du troupeau est presque incassable, surtout face au danger. Les lions ont également une structure sociale sophistiquée. Une fierté comprend généralement plusieurs femelles apparentées, dirigées par un ou plusieurs mâles dominants. Ce sont les lionnes qui chassent, alliant vitesse, ruse et coopération dans les embuscades. Un saut de lionne peut générer plus de 2000 Newtons de force, suffisant pour abattre même un cheval ou un buffle adulte inattentif. Mais même les chasseurs savent qu'attaquer un troupeau de buffles est un pari risqué. Leurs cornes peuvent causer des blessures mortelles et il existe des rapports de lions tués lors de tels affrontements. Pendant ce temps, le corps du buffle est toujours là. La lionne tente de traîner la carcasse centimètre par centimètre, luttant pour conserver sa conquête. Mais les buffles ne reculent pas. La lionne rugit, recule de quelques pas mais n'abandonne pas. Une autre attaque, maintenant latérale, la fait presque tomber. La confrontation s'éternise. Les deux camps, prédateurs et proie, démontrent une résilience extrême. D'autres lions, peut-être d'une autre fierté, s'approchent, attirés par l'odeur du sang et les bruits du conflit. Une confrontation multiple est sur le point de commencer. L'arrivée du deuxième groupe de lions change tout. Ils interrompent la bagarre et s'emparent d'empereur de la carcasse, chassant les lionnes qui avaient enchassé. Le menu du lion comprend presque tous les herbivores de la savane, y compris les membres des Big Five, les plus dangereux d'Afrique.
mais ce n'est que de la théorie. En pratique, les lions savent quand s'arrêter, surtout face à des proies agressives et protectrices, comme les femelles avec leurs petits. Dans le règne animal, l'instinct maternel n'est pas seulement une émotion, c'est une adaptation évolutive pour garantir la continuité de la vie. C'est un mécanisme génétique façonné par des millions d'années de sélection naturelle. Lorsqu'une femelle met bas au milieu de la savane africaine, personne n'a besoin de lui apprendre quoi faire. Instinctivement, elle lèche le placenta du petit pour stimuler sa première respiration. Ensuite, elle l'emmène rapidement vers un endroit plus protégé, loin des yeux affamés qui guettent à chaque instant. Diverses études démontrent que l'instinct maternel dans le monde animal n'est pas seulement une impulsion de soins de base, en particulier dans l'œuvre du professeur Sarah Blaffer Hardy, l'une des principales anthropologues évolutionnistes du monde. Elle soutient que ce comportement est en fait une stratégie adaptative évolutive. Selon sa théorie, le degré d'investissement de la mère dans sa progéniture est intimement lié aux chances de survie et au succès reproducteur de la femelle elle-même à l'avenir. Chez les éléphants d'Afrique, l'une des espèces avec la structure sociale la plus complexe du règne animal, la maternité va au-delà de l'allaitement ou de la protection. Elle inclut l'enseignement et la transmission des connaissances de survie. Une mère enseigne à son petit à s'orienter, à trouver des sources d'eau pendant la sécheresse et même à pleurer la mort d'un membre du groupe, montrant une profondeur émotionnelle et sociale impressionnante. Dans une étude de 30 ans menée par l'organisation Save the Elephants au Kenya, les chercheurs ont conclu que les mères jouent un rôle déterminant dans la formation comportementale des petits. Si les jeunes éléphants perdent leur mère très tôt, ils ont tendance à devenir agressifs ou désorientés socialement, preuve que l'instinct maternel est aussi le fondement de la culture des animaux à haute cognition. D'un point de vue biologique, l'hormone ocytocine, connue comme l'hormone de l'amour, joue un rôle crucial dans l'activation du comportement maternel chez les mammifères. Lorsque le petit commence à téter, les niveaux d'ocytocine de la mère augmentent, renforçant le lien entre les deux, tout en supprimant la douleur et en intensifiant les impulsions de protection. Ce mécanisme fonctionne comme un miracle biologique préprogrammé où la maternité n'est pas un choix, mais une mission inséparable du corps lui-même. Mais ce n'est pas seulement le grand qui sait être féroce. Le ratel, également connu sous le nom de blaireau à miel, n'est pas un grand animal. Un adulte mesure de 60 à 70 cm, pèse entre 9 et 14 kg et mesure à peine plus de 30 cm de haut lorsqu'il marche sur ses quatre pattes. Cependant, sa taille ne reflète en rien son niveau de danger. Avec un corps compact comme un bloc d'acier recouvert de poils et un pelage épais et résistant, presque impossible à percer par les griffes ou les crocs, il est connu comme l'animal qui ne connaît pas la peur dans le monde sauvage. Son dos est couvert d'une bande de poils blancs grisâtres qui s'étend de la tête à la queue, un avertissement audacieux aux prédateurs les plus audacieux. Le régime alimentaire du ratel est extrêmement varié. C'est un véritable omnivore, capable de chasser des serpents venimeux, comme des cobras ou des vipères, jusqu'aux lézards, insectes, rongeurs, oiseaux et surtout des abeilles. D'où son nom de blaireau à miel. Grâce à son système immunitaire incroyablement résistant, il peut survivre à la morsure de serpents très venimeux, ce qui est rare chez les mammifères. Son corps est flexible, avec des griffes incurvées et extrêmement fortes, qui lui permettent de creuser des terriers, de déchirer ses proies et de grimper si nécessaire.
Le plus effrayant cependant est son tempérament. Le ratel est célèbre pour son agressivité et son audace. Il se bat jusqu'au bout, même lorsqu'il affronte des ennemis beaucoup plus grands. Certains rapports ont documenté des affrontements directs avec des lions et dans des situations spécifiques, le ratel est sorti victorieux. Il habite principalement les régions arides, les savanes, les forêts ouvertes et même les semi-déserts d'Afrique subsaharienne et aussi dans certaines parties du nord de l'Inde. C'est un animal solitaire, sans les relations sociales complexes des hyènes ou des lions, mais cette solitude ne le rend pas vulnérable, surtout lorsqu'il s'agit d'une mère. La femelle ratel n'a qu'une seule portée par an, généralement avec un seul petit. Et pour elle, ce petit est tout. Toute menace proche de la tanière est considérée comme un danger imminent qui doit être éliminé. La scène suivante le montre plus clairement que jamais. Un léopard suit des traces sur le sol, son pelage doré tacheté de taches noires. Le léopard est un maître du camouflage dans les zones de végétation basse et les fourrés denses. Il se déplace sans faire de bruit. Chaque pas était calculé. Des muscles tendus se préparant à une attaque explosive. Chasseur solitaire par excellence, le léopard compte sur le silence, l'agilité et des attaques de précision. Il peut sauter jusqu'à 6 mètres de distance et abattre des proies comme des antilopes d'un seul bond. Mais aujourd'hui, la proie choisie est un petit ratel, une minuscule créature qui a à peine quitté sa tanière, explorant encore le monde à pas sous le regard attentif de sa mère à distance. Avec l'instinct aiguisé d'un prédateur expérimenté, le léopard s'approche silencieusement, prêt à attaquer. Il ne manquait qu'un pas, mais le scénario s'est inversé en un clin d'œil. Venant du flanc comme un éclair déchirant le ciel, la mère ratel a avancé sans hésiter, juste une attaque frontale directe sur l'ennemi. Les griffes en m'égratignent, les dents s'enfoncent et un grognement résonne entre les champs secs. Le léopard, pris par surprise et projeté au loin, tente de réagir, donne des coups de griffes, mais ses yeux, les yeux d'une mère prête à mourir pour protéger son petit, le font reculer. La poursuite commence, mais cette fois, le léopard n'est pas le chasseur, c'est la proie, poursuivie par une créature pesant 1/10 de son poids, mais avec un courage plus grand que n'importe quelle savane. La mère ratel ne s'arrête pas, ne pardonne pas. Elle court après le léopard jusqu'à ce qu'il soit contraint de fuir, abandonnant la chasse et grimpant à la hâte à un grand arbre pour s'échapper. Sur le sol, la petite mère retourne silencieusement aux côtés de son petit. La confrontation entre le léopard et la mère ratel est une preuve vivante du pouvoir indomptable de la maternité dans le monde sauvage. Mais dans un autre coin des plaines africaines, une scène similaire se déroule, cette fois entre une hyène tachetée et une mère bubale. Bien que cette mère ne soit pas aussi forte qu'un buffle, ni aussi féroce qu'un ratel, son instinct qui est maternel la pousse à se battre avec la même intensité pour la justice. La hyène tachetée est l'un des prédateurs les plus brutaux et efficaces de la savane africaine. Son apparence peut sembler inhabituelle, mais son corps est parfaitement adapté à la chasse. Basse, robuste, elle pèse entre 45 et plus de 80 kg. L'épaule est plus haute que la croupe, la tête large et surtout l'une des mâchoires les plus fortes parmi les mammifères carnivores. Sa morsure peut atteindre 4900 newtons, capable d'écraser le fémur d'un buffle adulte. Avec son pelage jaunâtre parsemé de taches sombres et un cou musclé qui l'aide à déchirer la chair, à transporter les proies et même à affronter d'autres prédateurs, la hyène est une machine d'efficacité. Même avec une démarche chancelante, ses pattes avant, plus longues que les pattes arrière, permettent en des courses d'endurance, idéales pour les poursuites nocturnes prolongées.
La hyène tachetée est une omnivore extrêmement intelligente. Son régime alimentaire varie selon la saison et l'opportunité. Elle chasse en groupe, attaquant les gnous, les zèbres, les impalas, mais consomment aussi des charognes, étant connus comme les éboueurs de la savane. Un clan peut compter jusqu'à 80 individus, dirigés par une femelle alpha, un phénomène rare parmi les mammifères. Cette structure matriarcale est très organisée, les femelles étant plus grandes, plus agressives et ayant des niveaux d'androgènes jusqu'à 2 fois supérieurs à ceux des mâles. Mais le matriarcat ne génère pas une société harmonieuse comme celle des éléphants. La dominance de la femelle alpha est absolue. Les mâles vivent dans une soumission et une alerte constante. Ils peuvent être agressés par les femelles à tout moment. Pendant la chasse, ils s'organisent en formation, encerclent la proie et se relaieront dans la poursuite jusqu'à l'épuisement. Une stratégie qui exige une communication complexe, utilisant des rires, des emmaillarants, des grognements et des sons à basse fréquence que les humains peuvent à peine percevoir. L'habitat des hyènes s'étend sur toute l'Afrique orientale et australe, du Serengeti au Kruger, où il y a de vastes plaines et une abondance de proies. Pendant la journée, elles se cachent dans des terriers, des buissons ou parmi les rochers. La nuit, lorsque la température baisse, elles deviennent plus actives. Avec un odorat 40 fois plus sensible que celui de l'homme, elles parviennent à détecter des carcasses à plus de 4 km de distance. Et avec une capacité à courir plus de 10 km sans perdre de rythme, elles peuvent poursuivre leurs victimes jusqu'à l'épuisement total. Au cours de l'une de ces chasses, une hyène a pris en embuscade un petit bubal, une espèce d'antilope de grande taille. Mais avant de donner la première morsure, elle a été attaquée par la mère du petit. Avec des cornes longues, courbées et résistantes, la mère a chargé directement l'épaule de la prédatrice. Un autre individu du troupeau est venu en soutien, les deux se relayant, ciblant l'abdomen et le cou de la hyène, des zones vulnérables. La science définit ce comportement comme une coalition défensive, lorsque des proies s'unissent pour contre-attaquer le prédateur et sauver un membre du groupe. Le petit Boubal n'a pas résisté à la morsure écrasante, mais sa mère ne laisserait pas l'assassin s'échapper impunément. Le Bubal antilope rouge possède un corps grand et élancé mais musclé, pesant en moyenne entre 120 et 200 kg. Épaules hautes, tête longue et étroite, avec des cornes en forme de V, courbées vers l'arrière, mesurant environ 45 à 70 cm. Son pelage brun rougeâtre brillant reflète la lumière du soleil comme s'il se fondait dans la couleur de l'herbe sèche, le rendant presque invisible lorsqu'il reste immobile dans la plaine ouverte. La façon de courir du Bubal peut sembler maladroite, avec la tête basse et les épaules relevées, mais c'est précisément cette structure corporelle, avec de longues pattes et un cœur fort, qui lui permet d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 80 km/h et de maintenir son endurance plus longtemps que la plupart des autres espèces d'antilopes. Dans la nature, la force brute ne décide pas toujours de l'issue d'une confrontation. L'instinct de survie, la capacité d'apprentissage, la structure corporelle et même l'instinct cotrin maternel, tout cela transforme ceux qui semblent fragiles en de véritables guerriers. C'est la seule justice que la nature accorde. Et parfois quand on dit c'est justement cela qui fait de la nature une scène à la fois brutale et incroyablement juste. Mais comme le pauvre petit Bubal, toute résistance ne mène pas à une fin heureuse. La tragédie et l'espoir ne sont pas séparés par des lignes claires.
La limite entre elles est aussi fine qu'une plume emportée par le vent. Quand la proie les Lesokwa réagit avec force, même en contre-attaquant de manière spectaculaire, ces moments, bien que rares, nous rappellent l'instinct de survie féroce présent dans la nature. Cependant, la nature n'est jamais un jeu prévisible. Parfois, une chasse s'inverse non par la proie elle-même, mais par l'apparition d'un tiers au moment et au lieu exact. Dans le vibrant scénario de la savane africaine, l'hippopotame est le protagoniste de ces moments inattendu. L'hippopotame est l'un des plus grands animaux terrestres existants, ne perdant que face à l'éléphant africain en poids. Un individu adulte peut peser de 1,5 à 3 tonnes et mesurer jusqu'à 5 mètres de long. Malgré son apparence lente et apparemment docile lorsqu'il est submergé dans l'eau, ne vous y trompez pas. C'est l'un des mammifères les plus territoriaux et agressifs du monde naturel. Ce sont des animaux semi-aquatiques, passant presque toute leur vie dans les rivières, les lacs et les marais de la région subsaharienne. Bien que herbivores, se nourrissant principalement d'herbes tendres pendant la nuit, les hippopotames possèdent un instinct de violence presque irrationnel. Ce n'était pas la faim, mais la défense du territoire et de l'espace vital qui éveille cette agressivité. Un hippopotame adulte peut ouvrir sa mâchoire jusqu'à 150 degrés, exposant des crocs pouvant atteindre 50 cm, des dents acérées comme des lances. Sa morsure peut atteindre environ 8900 Newton, suffisant pour écraser le crâne d'un crocodile ou même briser un petit bateau en bois. Contrairement à la plupart des herbivores qui évitent les affrontements, l'hippopotame ne recule jamais devant les ennemis. Il attaque les lions, les crocodiles et même les êtres humains s'il se sent menacé. Ils peuvent même poursuivre d'autres animaux qui passeront par inadvertance sur leur territoire, même s'il ne s'agit que de quelques mètres d'eau. Dans le monde sauvage, l'hippopotame n'est pas le roi de la forêt, mais il est certainement le dieu de la fureur des marées. C'est pourquoi même les prédateurs les plus habiles de la savane connaissant une règle non écrite, ne pas envahir le territoire d'un hippopotame. Le lycaon n'est pas seulement l'un des prédateurs les plus prospères du continent, mais aussi un exemple vivant de la force de l'organisation et de la stratégie. Son corps est conçu pour l'endurance, la coordination et l'efficacité à chaque course et chaque attaque. Mesurant environ 75 cm de haut et pesant en moyenne entre 18 et 36 kg, chaque individu a un corps élancé, de longues pattes et un thorax profond, ce qui lui permet d'optimiser la quantité d'oxygène absorbée par le corps pendant la poursuite prolongée de la proie. Contrairement au guépard qui dépend d'une explosion de vitesse, le lycaon maintient une vitesse d'environ 50 à 60 km/h sur de longues distances, devenant ainsi le marathonien de la savane. La différence réside dans la stratégie de groupe supérieur. Une meute peut compter jusqu'à 20 individus coordonnant des attaques pour encercler, diviser et maîtriser la proie. Ils communiquent par des sons de haute fréquence et un langage corporel se relayant au commandement, exerçant une pression et portant le coup final. Même de grandes proies comme l'éland, le koudou ou le bubal peuvent être chassées à l'épuisement jusqu'à ce qu'elles succombent. Leurs dents sont acérées et solides et permettant de déchirer rapidement la chair, même avec la proie vivante, accélérant la digestion dans un environnement compétitif et hostile.
La combinaison de la force, de l'intelligence et de la discipline en fait des prédateurs très efficaces, avec un taux de réussite pouvant atteindre 96%, supérieur à tout autre carnivore d'Afrique. Aujourd'hui, la meute a pour cible un cobe des roseaux. C'est l'une des espèces d'antilopes les plus singulières d'Afrique. Elle se distingue par son corps robuste, son cou épais, son pelage rêche et un cercle blanc elliptique autour des fesses, une marque caractéristique inimitable. Le mâle adulte peut atteindre jusqu'à 1,30 m de haut, aux épaules, peser plus de 260 kg et posséder des cornes incurvées de près d'1 mètre de long, acérées comme des lances, utilisées pour la défense lorsqu'il est acculé. Seuls les mâles possèdent des cornes qu'ils utilisent à la fois dans les combats pour les femelles et pour la défense contre les prédateurs. La caractéristique la plus évidente du cobe des roseaux est son pelage épais recouvert d'huile sécrétée par des glandes spéciales. Cette huile non seulement rend le poil imperméable, mais émet également une odeur caractéristique qui, on le croit, peut faire hésiter certains prédateurs, bien qu'il y ait encore des controverses à ce sujet. Ils vivent à proximité de l'eau, choisissant généralement des zones de marais, de lacs ou de rivières pour s'abriter et se cacher. Excellents nageurs. Les cobes des roseaux utilisent leur capacité aquatique pour s'échapper lorsqu'ils sont poursuivis, mais aujourd'hui leur choix a été une erreur fatale. La meute de Lycaon les suivait de près, grognant et les encerclant depuis la rive. Le cobe des roseaux, paniqué, s'est jeté dans l'eau, ce qui semblait être une zone sûre, mais il n'a pas réalisé qu'il avait envahi le territoire du souverain du Marais. Un hippopotame adulte a commencé à avancer, comme un bloc d'acier vivant, vers l'intrus. Sans distinguer ami ou ennemi, carnivore ou herbivore, l'hippopotame considère toute créature étrangère dans ses eaux comme une menace. Et en un instant, cette mâchoire gigantesque a saisi le cobe des roseaux et l'a submergé. D'une force supérieure, l'hippopotame n'a pas eu besoin d'une seconde tentative. La proie a été écrasée en une morsure et la fuite s'est transformée en tragédie. Dans la nature, l'eau est source de vie, mais elle peut aussi être un lieu de faim. Et cette eau n'est pas seulement le territoire de l'hippopotame. Il existe une autre espèce, également amphibie, mais de nature prédatrice. Le crocodile du Nil est un représentant de la survie de l'ère des dinosaures, avec une conception biologique pratiquement inchangée depuis des dizaines de millions d'années. Mesurant de 5 à 6 mètres de long et pesant près d'une tonne, c'est le souverain incontesté des rivières, des lacs et des eaux saumâtres d'Afrique. Son arme mortelle est sa mâchoire gigantesque, avec une force de morsure pouvant atteindre 16 460 newtons chez les plus grands individus, bien plus forte que celle des lions ou des tigres. Les dents entre 64 et 68, de forme conique, ne sont pas utilisées pour mâcher, mais pour pénétrer, tenir et traîner la proie dans l'eau. La stratégie de chasse du crocodile du Nil est l'embuscade. Il peut rester immobile pendant des heures dans l'eau, camouflé dans la boue, n'exposant que ses yeux et ses narines. Lorsque des proies comme les antilopes, les zèbres ou les buffles s'approchant de la rive, il émerge soudainement avec une vitesse terrifiante, mord et traîne la proie dans l'eau.
Une fois capturé, il applique la technique du rouleau de la mort, la rotation mortelle, pour déchiqueter la chair et étouffer rapidement la proie. Aucun endroit dans l'eau n'est sûr lorsque le crocodile du Nil est à l'affût. Un gnou bleu se penche pour boire de l'eau. Il est l'un des millions d'antilopes qui effectuent la migration annuelle traversant des centaines de kilomètres de savane sèche à la recherche de pâturages frais. Avec un corps robuste, le mâle adulte peut peser jusqu'à 290 kg et atteindre une vitesse de 80 km/h en course courte. Ses cornes incurvées et acérées servent non seulement à se disputer les femelles, mais aussi comme dernière arme lorsqu'il est staculé. Bien qu'il ne puisse pas courir aussi vite qu'un guépard, le gnou possède une endurance extraordinaire, maintenant une vitesse élevée sur de longues distances, faisant abandonner de nombreux prédateurs par épuisement. Ils sont une source de nourriture principale pour de nombreux prédateurs, comme les lions, les hyènes, les crocodiles et les lycaons. Mais c'est précisément la résistance, la capacité d'adaptation et l'instinct serein de survie qui font de cette espèce un symbole de vie résiliente dans les environnements les plus rudes de la nature. Le prédateur était déjà à l'affût. Le crocodile a surgi soudainement de l'eau, mordant fermement la patte du gnou. Une lutte angoissante a commencé. L'antilope s'est débattue, a donné des coups de pied et a tourné, agitant la surface de l'eau. Ce mouvement désespéré a attiré l'attention d'un couple d'hippopotames à proximité. Deux hippopotames ont avancé, non pas par compassion, mais par le son qui a envahi leurs eaux tranquilles. Dans le chaos, le corps lourd des hippopotames a pu exercer une pression sur le crocodile, le forçant à lâcher sa proie. Et dans un moment miraculeux, le gnou s'est échappé de la mâchoire mortelle et a chancelé jusqu'à la rive, survivant. Pourquoi le gnou a-t-il réussi à survivre alors que le cob des roseaux n'a pas eu cette chance ? La réponse réside dans la frontière ténue entre le choix et l'instinct. Le cob des roseaux a intentionnellement cherché refuge sur le territoire de l'hippopotame, une décision erronée. Le gnou, quant à lui, a simplement mis accidentellement les pieds au bord de l'eau pour étancher sa soif. Et lorsque le danger a surgi, il a seulement essayé de s'échapper. Aux yeux de l'hippopotame, une créature se débattant pour fuir est complètement différente d'un intrus nageant délibérément vers le centre de son territoire aquatique. Ainsi, dans une scène apparemment tragique, surgit une étincelle de lumière. Le gnou bleu a non seulement échappé à la mort, mais a poursuivi sa migration, a continué à se reproduire et à transformer des pâturages arides en de nouvelles terres vivantes. Dans le monde où la vie et la mort sont toujours côte à côte, où le plus fort n'est pas seulement le prédateur, parfois l'apparition d'une troisième force comme l'hippopotame crée des rebondissements inattendus. La tragédie et l'espoir, comme deux faces de la nature, s'entremêlent sur les rivières rouges de poussière de la savane. Quand la mort n'est qu'à un souffle, la nature témoigne de réactions qui dépassent toute prévision.
Il n'y a plus de place pour la résignation. Il n'y a pas de retour en arrière. Les êtres considérés comme faibles se lèvent non pas pour vaincre, mais pour se battre jusqu'au bout. Nous sommes habitués à l'image du prédateur, courageux, silencieux, précis. Mais ce à quoi peu s'attendent, c'est l'incroyable résistance de ceux qui, apparemment, ne savent que fuir. Une antilope utilise ses cornes pour blesser le léopard. Un lapin donne un coup de pied inattendu qui fait reculer le serpent venimeux, ou un groupe de buffles s'unit pour sauver leurs compagnons des griffes du lion. Ce n'est pas un miracle, c'est l'instinct de survie affûté, intelligent et parfois au-delà des règles. La résistance ne vient pas seulement de la force physique, mais aussi de la stratégie. De nombreuses proies utilisent des armes naturelles, mâchoires, cornes, pattes, transformant leur corps en muraille défensive. Certains opteront pour l'intelligence, faire le mort, se camoufler, distraire le chasseur. Il y a des comportements dans la nature qui reflètent même une forme d'intelligence collective. Là, l'être vivant ne lutte pas seulement pour lui-même, mais est prêt à lutter pour la survie du groupe. Cependant, toute réaction ne débouche pas sur une victoire. Il y a des créatures qui tombent, mais laissent des marques qui font même hésiter le prédateur la prochaine fois. Et ainsi, la nature enregistre une vérité immuable. Aucun être n'est toujours fort, aucun n'est toujours faible. Seuls ceux qui savent profiter du moment final survivent réellement. Et vous, qu'en pensez-vous ? La vraie force ne résiderait-elle pas dans les proies, mais dans la volonté de ne pas se rendre ? Laissez votre commentaire ci-dessous. Lorsqu'un impala utilise ses dernières forces de crête, Senior Force Takt Theory et Air Force pour charger directement la mâchoire pleine de crocs d'un léopard, ce n'est pas seulement un réflexe de survie. Et lorsqu'un troupeau de buffles se retourne, attaquant courageusement le prédateur qui poursuit l'individu le plus faible du groupe, ce que nous voyons n'est plus seulement de l'instinct, c'est de la résistance, un choix de survie courageux et volontaire. Dans le monde rude de la savane africaine, vastes champs et territoires imprévisibles, la survie n'a jamais été qu'une question de force. C'est un test constant d'adaptation, de résistance et aussi d'espoir. Cependant, aujourd'hui, même les réactions de survie les plus intenses deviennent plus fragiles que jamais, car l'environnement même dont elles dépendaient disparaît slowly. La savane africaine était autrefois la scène vibrante de la lutte incessante entre prédateurs et proies. Mais maintenant, en plus des crocs et des cornes, les animaux font face à un ennemi invisible, le changement climatique. Selon le rapport des Nations Unies de 2023, la température moyenne dans la région du Sahara et subsaharienne a augmenté de plus de 1,5 degré Celsius au cours des 50 dernières années, 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Cela pousse la savane vers un cycle de sécheresse sévère et inhabituel, rendant l'eau et les aliments de plus en plus rares. Les changements climatiques perturbent également les cycles naturels de migration. Par exemple, le gnu, célèbre pour sa grande migration, est maintenant confronté à des rivières anormalement sèches et à une faim prolongée.
Chaque année, plus d'1 500 000 gnous traversent des centaines de kilomètres du Serengeti à Maasai Mara. Mais lorsque la saison des pluies n'arrive pas à temps, l'herbe ne pousse pas à temps et le troupeau commence à s'effondrer de l'intérieur. Les individus les plus faibles n'ont pas la force de résister aux prédateurs, et les plus forts sont également progressivement épuisés par la fatigue prolongée. De plus, la perte de forêt due à l'exploitation forestière, à l'agriculture et à l'exploitation minière réduit drastiquement l'espace vital des espèces sauvages. En seulement 3 décennies, plus de 70% de la superficie des forêts sèches de l'Est et du Sud de l'Afrique a été réduite, où ses fonctions écologiques ont été altérées. Cela élimine non seulement les sources naturelles de nourriture, mais force également des espèces comme les éléphants, les girafes et les zèbres à se rapprocher des zones habitées, augmentant les conflits avec les humains. Tandis que des prédateurs comme les lions et les hyènes maintiennent leur position au sommet de la chaîne alimentaire, les proies se font face à une réalité plus dure que jamais. Des créatures qui savaient autrefois résister, fuir et même coopérer pour survivre sont maintenant poussées au bord du désespoir. Lorsque l'eau disparaît, lorsque les ombres des arbres deviennent rares et lorsque l'énergie est drainée par la chaleur de 40 degrés Celsius de la savane sèche, même l'instinct de survie commence à ralentir. Cependant, même dans ce scénario, la nature n'a pas encore perdu sa magie. Il y a des troupeaux d'éléphants qui parcourent des centaines de kilomètres à la recherche d'anciennes sources d'eau grâce à une mémoire extraordinaire transmise de génération en génération. Il y a des groupes de suricates qui restent de garde sous la chaleur intense, sans abandonner leur position, même avec le danger proche. Cela prouve que même sous pression extrême, la vie persiste, résiste et continue. Mais cela signifie aussi que nous n'avons pas beaucoup de temps. La disparition de la savane n'est pas seulement la perte d'un territoire, mais la destruction d'un système écologique qui a fonctionné de manière stable pendant des millions d'années. Si les proies s'en perdent la capacité de survivre, les prédateurs ne pourront pas non plus exister. Et si la chaîne alimentaire se rompt, l'équilibre s'effondre, non seulement en Afrique, mais sur toute la planète. Sous le soleil brûlant de la savane, chaque acte de résistance n'est plus seulement un instinct contre le prédateur, c'est un appel silencieux mais intense que la nature a besoin d'être entendue et protégée. Le scénario impitoyable de la savane africaine moderne. La proie poitueuse ne fait pas face seulement aux prédateurs. Sans les créatures, ceux qui savaient autrefois résister, qui avaient autrefois une chance de survivre, luttent maintenant contre la rareté de l'eau et la chaleur extrême et la dégradation rapide de leur habitat. Au milieu de toutes ces pressions, parfois tous les efforts de survie semblent vains. Butant entre le vent chaud et la végétation fanée, il y a des gens qui reconstruisent silencieusement l'équilibre perdu, avec conscience, avec la communauté, avec la conviction que la nature ne s'est jamais complètement rendue. L'une des solutions les plus puissantes actuellement est d'établir des corridors écologiques qui relient des réserves isolées en un réseau continu. Ces zones permettent à la faune de se déplacer, de migrer et de se reproduire naturellement.
Le projet de zone de conservation transfrontalière de Kavango-Zambèze est un exemple emblématique. Il s'agit de la plus grande réserve transfrontalière du monde, couvrant plus de 526 000 km², y compris les territoires de 5 pays, l'Angola, le Botswana, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe. D'une étendue proche de l'État de Californie, la réserve de chasse ne sert pas seulement de refuge pour des espèces africaines emblématiques, comme les éléphants d'Afrique, les lions et les lycaons. Elle représente également une stratégie à long terme pour faire face au changement climatique, élargissant les corridors de survie pour la faune dans un environnement de plus en plus hostile. De plus, la gestion durable des ressources en eau est renforcée pour maintenir les rivières et les marais, sources de vie de la savane, sans qu'ils ne s'assèchent. Au Botswana, le gouvernement et les organisations internationales ont investi plus de 120 millions de dollars dans la restauration du delta de l'Okavango, l'une des plus grandes zones humides intérieures du monde et un point crucial lors de la migration de millions d'animaux. Des systèmes de petits barrages qui régulent l'eau de manière saisonnière, combinés à la replantation de graminées indigènes sur les berges, ont contribué à stabiliser l'approvisionnement en eau tout au long de l'année, réduisant la pression sur les animaux et les communautés locales. Au niveau communautaire, l'un des changements les plus impactants est l'autonomisation des communautés locales dans la gestion et la protection des ressources naturelles. En Namibie, le modèle de gestion des ressources naturelles basé sur la communauté a démontré son efficacité en transférant le contrôle des terres aux communautés locales. Ainsi, plus de 86 réserves communautaires ont été créées, couvrant environ 20% du territoire national. Selon les statistiques du Fonds mondial pour la nature, en 20 ans, la population d'éléphants dans ces zones a doublé, tandis que les cas de braconnage ont chuté de 91%. La technologie est également devenue un nouvel outil vital pour les écosystèmes de la savane, de l'utilisation de satellites pour surveiller la migration des animaux à l'emploi de l'intelligence artificielle pour prévoir les risques d'incendie et détecter les mouvements suspects des chasseurs. Les technologies modernes rendent la conservation plus proactive. En 2024, le Fonds international de conservation, en partenariat avec Google Earth Engine, a créé des cartes en temps réel des zones de sécheresse, permettant aux défenseurs de l'environnement de coordonner les ressources d'urgence, en particulier pendant la saison sèche intense de septembre à novembre. Cependant, ces chiffres ne seraient que des données sèches, sans le lien entre les humains et la nature, car au-delà des initiatives et des projets, le plus important est de comprendre que la vie dans la savane n'est pas séparée du destin de la planète. Lorsqu'une espèce disparaît, toute une chaîne écologique se rompt. Et lorsque la savane perd son rythme, nous perdons une partie de nous-mêmes. C'est pourquoi la véritable espérance ne réside pas dans les miracles, mais dans chaque action concrète. Qu'il s'agisse d'un canal rouvert pour que les antilopes atteignent l'eau, qu'il s'agisse d'un agriculteur plantant des arbres indigènes au lieu de défricher. Lorsque la nature est écoutée, la proie aura de nouveau la chance de résister. La savane renaîtra et la vie, comme elle l'a toujours fait, continuera. Chaque petite action de la communauté mondiale peut avoir un grand impact sur la savane africaine et les écosystèmes menacés du monde entier. Choisissez de consommer de manière durable. Soutenez les organisations de conservation fiables.
Partagez vos connaissances et sensibilisez à l'importance de la faune. En protégeant l'habitat des animaux, nous maintenons l'équilibre dont dépend toute l'humanité. Agissons ensemble pour la vie, pour la justice naturelle et pour l'avenir de toute la planète. Et si vous avez déjà été témoin d'une chasse dans la nature sauvage, que ce soit des prédateurs qui gagnent ou la proie qui renverse la situation, n'hésitez pas à partager vos connaissances et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Cela sera une source d'inspiration et de motivation pour les efforts de conservation et de protection des animaux rares, en plus de préserver les écosystèmes pour les générations futures. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour nous accompagner dans nos prochaines aventures incroyables ou continuer à suivre le voyage de survie des espèces sauvages dans d'autres régions comme lions, buffles, le voyage pour affronter les prédateurs suprêmes, ou Kenya, le secret du royaume sauvage.